Alors la philosophie, il se passe quelque chose avec, d'assez regrettable, et en même temps peut-être d'assez inévitable, hein, vu comment c'est géré par l'éducation nationale. C'est que tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de gens s'en font beaucoup trop une montagne en fait. C'est une matière qui est extrêmement redoutée, extrêmement crainte, qui est vue comme la matière la plus compliquée du monde, le truc complètement insaisissable, impalpable, où c'est très compliqué d'avoir une bonne note, on n'arrive pas à retenir les noms, c'est des concepts trop abstraits, etc. Bref, voilà, on s'exagère beaucoup la difficulté de la chose. C'est entre autres la faute, encore une fois, de l'éducation nationale qui met beaucoup trop de temps à intégrer cette matière dans la scolarité et qui en fait une espèce de bosse de fin des matières littéraires. C'est-à-dire que ça pop comme ça au milieu de nulle part en terminale, voilà, alors qu'on n'a jamais fait avant, on n'a jamais quasiment entendu parler avant. Donc ça augmente en fait l'effet comme ça d'attente, d'anticipation et d'inconnu. Et on n'est pas du tout du coup familiarisé avec, c'est pas du tout banalisé. Donc c'est vrai que ça a un petit effet comme ça, une fois qu'on a viré le français, la philosophie avec un grand P arrive comme un boss de fin comme ça, hyper intimidant, et on se dit what the fuck, si on l'a mis qu'à la fin, ça doit être tellement dur. Alors qu'en fait, voilà, bon, on aurait bien du mal à expliquer pourquoi la philosophie met tant de temps que ça à arriver dans les programmes et au lycée, peut-être parce qu'il n'y a pas le temps avant, parce qu'il y a trop de matière, mais c'est vrai que ça crée en fait cet effet comme ça un peu intimidant, qui n'est pas forcément justifié. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que du coup, il y a des gens comme ça qui n'arrivent jamais en fait à dépasser, à surpasser cet effet d'intimidation et qui vont se bloquer en fait, hein. Vraiment, c'est un blocage, hein. Vraiment se bloquer face à la matière, vont considérer que c'est trop dur pour eux, que c'est trop difficile, qu'ils n'y arriveront pas, qu'il y a un truc trop compliqué, qu'ils vont chercher l'erreur sans arrêt. Et c'est dommage en fait parce que du coup ça va les faire parfois passer à côté de la matière déjà pour eux-mêmes, déjà c'est dommage en fait sur le plan humain de ce que ça aurait pu leur apporter sur le plan personnel, psychologique, mais en plus même va leur faire parfois rater l'épreuve alors que bon c'était prenable. Voilà, donc voire même parfois juste négliger la matière vu comme quelque chose d'inaccessible, d'impossible et tout. Donc ça la rend un petit peu intimidante, elle est très mal amenée généralement, elle est très mal expliquée aux élèves, elle est très mal dédramatisée, hein. D'ailleurs, on dirait que parfois certains profs prennent un malin plaisir, quasi sadique, à la complexifier plus que de raison, en tout cas à exagérer sa difficulté peut-être pour se donner un genre, hein, voilà. D'ailleurs ça marche, tristement je peux vous dire que ça marche parce que moi qui enseigne la philosophie dans des cours à domicile, hein, des cours particuliers pour plusieurs agences, et puis qui la transmet ici par le podcast, et par les podcasts, par mon contenu, mais qui fait de la philosophie en général dans la vie, mais même au sein des profs, c'est quand même incroyable quand vous vous présentez, quand il y a des réunions de profs, quand on vous présente et qu'on dit, bah voilà, notre professeur de philosophie, même les autres professeurs, je parle de mathématiques, d'histoire géo, de SVT, de français, comme des gens qui sont quand même loin d'être des imbéciles, qui ont des matières importantes, vous serrent la main en vous disant, ah ouais, d'accord, philosophie, carrément, oula, non, monsieur, mais waouh, c'est à ce point-là que même les profs entre eux sont dupes du truc, quoi. Je suis pas en train de dire que la philosophie c'est accessible à tout le monde et que c'est nul, etc., et que c'est facile. Comme tout ce qui vaut la peine dans la vie, comme les maths, comme l'histoire géo, comme tout, ça demande un peu de travail, ça demande un peu d'effort, mais c'est beaucoup plus accessible que la plupart des matières. Moi, je considère que la philosophie, c'est la plus facile de toutes les matières. Par définition, puisque alors que quand même parler de la littérature à quelqu'un ou parler de l'histoire, ça demande quand même un bagage énorme, il faut quand même lui parler de choses dont parfois il n'a jamais entendu parler, qui sont loin d'être évidentes, alors que je peux vous dire que vous pouvez faire de la philosophie avec un enfant. Avec un enfant. D'ailleurs, les enfants sont les plus forts en philosophie, je peux vous le dire, hein. C'est un don qu'ils perdent après quand ils grandissent, parce qu'après, ils sont plus aptes à parler d'autre chose que de cul, de politique, etc., comme tous les adultes. Mais je peux vous dire qu'un enfant, il a plein de questions philosophiques existentielles. C'est quoi la mort? Pourquoi on meurt? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et est-ce que machin? Est-ce qu'on peut machin? Toutes les questions qu'ont les enfants et leur capacité métaphysique en font d'excellents philosophes. Et les enfants adorent poser des questions, adorent qu'on leur réponde et adorent qu'on refasse un peu le monde avec eux, bien sûr, à leur niveau, hein, voilà, ça reste des enfants. Mais même un enfant, on peut lui demander, c'est quoi pour toi être heureux? À quel moment tu es heureux? Alors, il va faire une réponse d'enfant, il va peut-être dire que pour lui être heureux, c'est aller faire du manège, que pour lui être heureux, c'est aller manger ci ou ça. Mais en tout cas, on peut parler du bonheur avec un enfant, on peut parler de l'amour, on peut parler des copains, de l'amitié, on peut parler de la justice. Un enfant sait très bien ce que c'est que l'injustice, croyez-moi. Un enfant qui est accusé, on pense à Rousseau dans les Confessions, d'avoir cassé quelque chose alors qu'il ne l'a pas cassé, qui va se faire punir pour rien, croyez-moi que l'injustice, il la vit et il sait ce que c'est. Donc c'est quoi l'injustice? C'est quoi... Voilà. Vous voyez, donc on peut philosopher même avec un enfant et avec tout être humain. Donc il ne faut pas se faire une montagne de la philosophie plus que de raison. Ce qui aggrave les choses malheureusement, c'est qu'elle arrive trop tard dans le parcours scolaire, ou alors certains diraient qu'elle arrive toujours trop tôt parce que certains diraient peut-être qu'il ne faut même pas l'enseigner. Autre débat, je n'entrerai pas là-dedans, je suis moi-même partagé maintenant. Mais en tout cas, c'est sûr que on en fait trop sur elle trop tard, et du coup ça crée cet effet comme ça un petit peu dramatisant. Alors qu'en fait, on parle juste de la formation
spirituelle, mentale d'un être humain. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars. Croyez-moi que Star Wars et les Jedi ont tout à voir avec la philosophie et avec les stoïciens. Hein, les Jedi sont vraiment une retranscription en science-fiction de ce qu'étaient les stoïciens, dans leur rapport à l'amour, à l'attachement, à la peur de la colère, etc., au rejet de la colère, du côté obscur, à une recherche de vertu, de justice, etc., à se mettre au service de la République. Mais c'est un parangon de stoïcisme. Donc si vous aimez les Jedi et si vous aimez Star Wars, et si vous voulez être un Jedi d'ailleurs, je ne dis pas qu'on fournit les sabres laser en cours de philosophie malheureusement, mais en tout cas, voilà, on est en plein dans ce que c'est que la philosophie. Alors, on peut aussi accuser malheureusement beaucoup l'importance énorme qu'a compris aujourd'hui les matières scientifiques. Aujourd'hui, dans une époque qui ne jure que par les chiffres, le quantifiable, le calculable, le concret, le rentable, l'utile, le scientifiquement démontré, le 2 plus 2 égale 4, voilà, quasiment où la science est élevée à l'état de religion, la science dure, et donc le reste n'est vu que comme de l'astrologie ou des choses irrationnelles et ésotériques. Bah, évidemment que la philosophie se trouve dévaluée et est prise un peu à la légère ou un peu comme ça, comme quelque chose d'inutile ou d'abscon, de verbeux, d'un peu gratuit comme ça. Enfin bref, voilà, les valeurs d'aujourd'hui, on peut dire quasiment positivistes encore, voilà, et surtout très scientifiques et très capitalistes, font assez mauvais ménage avec la philosophie et ont presque préparé les esprits à rejeter cette discipline, qui est une discipline évidemment littéraire par excellence, et en tout cas surtout humaine par excellence, des sciences humaines, qui n'a pas évidemment de profit immédiat en matière de finances, d'argent, de calcul, de chiffres, même d'orientation ou de débouchés, qui est purement là en fait à des fins humaines, pour des questions en fait de bien-être mental, de psychologie, de rapport au bonheur, de rapport à la liberté, de rapport au vivre ensemble, aux autres. Enfin voilà, c'est en fait c'est une matière paradoxalement très rejetée ou vue comme très compliquée, alors que c'est une des matières les plus accessibles et universelles et une des plus importantes en fait. Autant nous ne serons pas tous des ingénieurs, nous ne serons pas tous des prix Nobel de mathématiques, nous ne serons pas tous des responsables en cybersécurité, ou alors informaticiens, ou codeurs, ou physiciens, ou mathématiciens, ou architectes. Enfin voilà, tout ça, c'est bien sûr, là du coup, les maths et les sciences sont des compétences hyper importantes et vitales pour l'humanité dans des domaines comme ça. Mais en revanche, on ne va pas tous exercer ce genre de métier, de profession. En revanche, ce que l'on va tous être, c'est des fils, des filles, parfois des frères et des sœurs, des petits amis, des petites amies, des citoyens, des amis, des copains. Bref, on est tous concernés par l'amour, l'amitié, le bonheur, la justice, le vivre ensemble, la société, la politique éventuellement, l'art, la morale, tout ça nous concerne. On est tous concernés, on est quand même d'accord. Je pense que personne, en tant qu'être humain, est exclu de ce genre de questions. C'est ce qu'il y a de plus universel qui nous relie. Eh bien, c'est exactement ce dont parle la philosophie. Donc, expliquez-moi comment une matière qui s'intéresse à tout ça peut ne pas vous concerner. C'est impossible. Il n'y a pas plus concernant que la philosophie. C'est beaucoup plus concernant que la littérature. La littérature aborde indirectement des choses philosophiques, au passage. Du coup, ce qui est plus concernant dans la littérature, c'est le côté philosophique, au passage. Tout ce qui est plus philosophique dans les textes littéraires, c'est ce qui est plus concernant. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, la littérature, c'est déjà un petit peu plus spécifique, parce que c'est vrai qu'il faut aimer la littérature en tant qu'art, il faut aimer l'écriture, il faut aimer le beau langage, il faut être sensible peut-être à certaines époques, à certains auteurs, à certaines histoires. Bon, la littérature peut encore être un peu à part, mais la philosophie, c'est la matière des matières. En fait, la philosophie, on peut quasiment même pas y échapper. La philosophie, elle est partout. C'est comme la matrice, voilà. Je veux dire, une fois qu'on la voit, on la voit partout, parce qu'elle est partout. Même dans les films et dans les séries que vous regardez, que vous le vouliez ou non, il y a des éléments philosophiques. Vous les voyez ou vous les voyez pas, mais ils sont là, que vous le vouliez ou non. Parce que tout ce qui touche à l'humain est philosophique. Tout ce qui touche à l'humain va s'interroger sur la vérité, sur le bonheur, sur l'amour, sur la justice, sur la solitude, sur la tristesse, la mélancolie, sur l'envie de mourir, sur est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue. C'était ce que disait Camus dans Le mythe de Sisyphe, les premières phrases. La vie vaut-elle la peine d'être vécue, c'est répondre à cette question, c'est répondre au principal problème philosophique pour Camus. Il a raison. Est-ce que la vie déjà de base vaut la peine d'être vécue? Mais oui, le fait même que l'humain
soit cette créature qui est capable de se poser cette question-là. On est la seule créature au monde, à notre connaissance, par le langage on formule cette question-là, qui se pose même les questions de est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue. L'être humain est la seule créature qui se suicide. Attention, pas qui se laisse mourir. Il y a des animaux qui se laissent mourir de tristesse, mais se laisser mourir, ce n'est pas se suicider. Je vous renvoie à l'ouvrage de Durkheim, ce n'est pas discutable, hein, c'est dans Durkheim le suicide, ça a été démontré. Se laisser mourir, plus nourrir, etc. et tout, déprimer, ce n'est pas un suicide. Se suicider, c'est vraiment précipiter sa mort, la provoquer comme ça. Voilà, volontairement par un acte réfléchi et conscient. Il n'y a que l'être humain qui se suicide, mais de même qu'il n'y a que l'être humain qui fait de l'humour et qui rit. L'être humain fait des blagues, fait des jeux de mots, fait de l'humour, est capable de plaisanter sur la mort, sur sa finitude, sur sa maladie. Au passage, des choses dont il est le seul à être vraiment conscient. Enfin, voilà, bref, c'est vertigineux. Donc, nous sommes des animaux avec une conscience, des animaux, des sapiens. Donc, une espèce qui a pris conscience de son existence, une espèce qui a pris conscience d'elle-même, une espèce qui a pris conscience de sa finitude et de sa mort. Ça suscite d'un côté beaucoup d'angoisse, un vertige de l'existence, mais de l'autre, ça suscite aussi des choses extraordinaires. Ça a créé l'art, ça a créé donc la philosophie, ça a créé la littérature, ça a créé tout ce qu'on a fait de mieux dans ce monde, qui est une consolation à tout ce qu'on a fait de pire. Là, pour le coup, je fais un petit peu du Schopenhauer en disant ça, je paraphrase un peu Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation, parce que c'est un peu le cœur de sa philosophie, lui qui a un regard plutôt pessimiste sur le monde. Voilà, oui, les gens au cas par cas souvent sont nuls, sont cons, craignent. Oui, beaucoup de choses ne vont pas bien dans ce monde, oui, l'existence est source de souffrance, parfois d'ennui, mais l'humain, en fait, est sa propre consolation au monde qu'il a créé, quoi. En fait, hein, le remède est dans le mal. Et le remède, c'est entre autres l'art. L'art, la création humaine, toutes les choses extraordinaires qu'on a inventées, qu'on a créées, qui font que le monde est passionnant et plein de choses à apprendre, à découvrir. Il est drôle, il y a de l'humour, il y a de la rigolade, il y a du monde de bonheur, il y a de l'amour, il y a du plaisir. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le cœur de l'expérience humaine, la philosophie. Et c'est une réflexion sur ça. Et c'est une quête, effectivement, une quête de sagesse. Cette sagesse qui cherche elle-même le bien, le mal, donc la morale, qui cherche le bonheur, c'est quoi le bonheur, et qui cherche la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qui se méfie de la superstition, qui se méfie de tout ce qui est faux, de tout ce qui est du mensonge, de l'illusion. Enfin, voilà, il n'y a pas plus universel et concernant que la philosophie. Ça concerne toute personne en vie humaine sur cette terre, et ça nous relie. Donc c'est une matière, on ne peut pas ne pas être concerné par elle. Après, il y a des façons de l'enseigner, plus ou moins concernantes. C'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu lointain, mais c'est simplement en fait qu'on étudie des auteurs qui, avant nous, ont existé et qui, avant nous, se sont penchés sur ces questions-là et qui, avant nous, ont trouvé, à travers leurs œuvres et leur travail, 2-3 réflexions ou 2-3 réponses intéressantes qui ont été si marquantes pour nous qu'on les a retenues et que du coup, on les étudie parce que c'est comme l'histoire des sciences, de même qu'on retient les théories d'Einstein, qu'on retient Galilée, qu'on retient Newton, parce qu'ils ont amené des théories qu'aujourd'hui encore on considère comme des références, et bien de même, en philosophie, il y a des références, il y a des gens qui ont trouvé des choses qu'on n'a plus jamais oubliées parce que ça a fait avancer les questions humaines, ça a fait avancer les réflexions, et ça a fait du bien aux gens qui ont lu ça, et depuis qu'on le sait, on va mieux quelque part, ça nous aide, c'est un réconfort, ou ça apporte des réponses. Alors bien sûr, comme les gens traitent la philosophie négligemment, ou ne la lisent pas, ça n'a pas forcément les effets escomptés, mais en tout cas pour toute personne qui s'y intéresse et qui est concernée, ça fait une énorme différence. Moi je peux vous dire qu'il y a ma vie avant et après Baudelaire, il y a ma vie avant et après Proust, il y a ma vie avant et après Jack London ou je sais pas d'autres écrivains illustres comme les stoïciens par exemple. Voilà, parce qu'il y a avant que j'ai ces réponses-là et après que je les ai, ou en tout cas avant que j'ai la confirmation des réponses que je pensais avoir trouvées et après que j'ai eu la confirmation. Parce que moi je lis pour ça, je lis pour trouver des réponses à mes questions, à des questions que je me pose, à des soucis que j'ai. Et les écrivains me réconfortent, me rassurent, me donnent des réponses, m'apportent des éclairages, complètent mes propres réflexions. Voilà. Donc la littérature, l'histoire des idées, la philosophie, ça sert à ça. La philosophie, c'est une science humaine. Et les deux termes sont importants, science et humaine. Ça peut sembler contradictoire, on peut dire mais non, il y a la science et puis il y a le reste à côté. Alors ça, c'est une dérive très contemporaine, hein, des gens comme ça qui sont radicalisés en matière de science, très dangereux d'ailleurs, hein, les gens limite scientistes comme ça, qui vouent un culte quasi religieux à la science. D'ailleurs, Nietzsche avait pourtant mis en garde contre ça, hein, que on avait tué Dieu, Dieu allait être remplacé par la quête de vérité, et que la quête de vérité allait être symbolisée par la science, et que la science serait vénérée comme un dieu, et que du coup on serait retour case-départ, qu'on aurait de l'obscurantisme en fait, mais scientifique. Vous voyez, comme quoi, on y est presque parfois. Donc au nom de la science, il y a des gens qui, dès qu'un truc ne fait pas 2 plus 2 égale 4, dès que c'est pas démontrable par un chiffre et par une équation, refusent en fait de trouver quelque chose intéressant, utile ou de s'y intéresser, ce qui est déplorable. Voilà, désolé, mais dans la vie, je l'espère pour vous en tout cas, dans ce cas vous seriez peut-être une IA, mais vous n'êtes pas résumable à une équation. On ne peut pas vous résumer à 2 plus 2 égale 4. Vous êtes un être humain,
vous êtes complexe, vous êtes nuancé, vous êtes un être humain avec ses émotions, ses contradictions, son inné, son acquis, ce qu'il a appris, ce qu'il a vécu, ce en quoi il croit, ce en quoi il ne croit pas, ses préférences, ses goûts, etc. Voilà. Vous êtes impossible normalement, à moins que vous soyez quelqu'un de très simpliste et de très basique, et donc de très ennuyeux, mais vous n'êtes pas binaire, vous n'êtes pas résumable par une équation, aussi complexe soit-elle, vous n'êtes pas une accumulation de chiffres, vous êtes un psychisme, une psychologie, une identité, un individu et des émotions. Voilà. Et donc, les sciences humaines, et donc entre autres la philosophie, c'est tout ce qui permet d'explorer, d'analyser et de comprendre tout ça. Alors, autant dire qu'on a besoin donc, de la philosophie pour comprendre le monde et pour se comprendre. Et c'est à quoi ça sert à la base. À la base, on cherche, on philosophe. La philosophie, c'est pour comprendre le monde extérieur et comprendre sa propre personne, puisqu'on fait partie du monde. Donc, la philosophie, on l'a vu, c'est aussi bien une quête donc, de sagesse, une quête de sagesse qui peut passer par la quête de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'elle existe déjà? Mais si elle existe, quelle est-elle? La quête de bonheur. Hein, l'être humain cherche avant tout à être heureux, à ne pas être malheureux, à souffrir le moins possible, à être heureux, à trouver les conditions de son bonheur psychologique, de sa stabilité mentale, à se connaître aussi. Hein. Connais-toi toi-même, hein, gnotis auton, hein, noscite ipsum, hein, le fameux oracle de Delphes hein, qui dit ça à Socrate et qui est un petit peu un des mantras de la philosophie occidentale, hein, se connaître soi-même, donc l'introspection, l'identité, etc. Et aussi, donc, du coup, la morale. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Ça, c'est quasiment définir les règles de notre société, en fait, et de notre propre vie. Hein. Qu'est-ce que j'estime bien, qu'est-ce que j'estime mal, qu'est-ce que je ne veux pas faire, veux à tout prix éviter, qu'est-ce que je veux au contraire faire, qui va être un peu mon guide dans mon attitude, dans mon comportement. Donc voilà, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, l'éthique, la moralité. Du coup aussi la notion de justice, etc. La quête de liberté, hein, être libre et tout. Voilà, donc bon, les implications de la philosophie, son utilité, bon, me semble se démontrer d'elle-même dès qu'on évoque les sujets philosophiques. Hein, voilà, quand on veut réfléchir sur le travail, sur la justice, sur le vivre ensemble, sur la nature, sur la culture. Alors, si on devait chercher une utilité plus concrète et pragmatique à la philosophie, elle serait peut-être du coup à trouver déjà en fait dans les exercices avec lesquels on est évalué en philosophie. Donc vous voyez, hein, l'exercice du commentaire et de la dissertation qui sont quand même plutôt chiants, fastidieux, on a un peu la flemme, mais quand même normalement c'est quand même plus intéressant d'écouter le cours, de se cultiver, de voilà, de éventuellement de lire les textes, etc., que de les commenter, de disserter dessus. Mais ceci dit, c'est pas pour rien qu'on nous apprend à faire du commentaire et à disserter, puisque là, en fait, là, on rejoint, là, on répète un petit peu ce qui a été dit pour le français, puisque bon, dissertation et commentaire, ce sont les mêmes exercices, donc c'est le même principe, mais comme en français, le commentaire de texte évalue notre capacité, et du coup, le fait de le pratiquer durant l'année exerce notre capacité à recevoir la pensée d'autrui, les paroles d'autrui, à les comprendre, à se les réapproprier, en fait, à les reformuler fidèlement, hein, sans mauvaise foi, vraiment, le plus fidèlement possible, donc montrer qu'on a bien compris. Donc c'est ce qu'on appelle aussi en communication de l'écoute active. Hein, l'écoute active, hein. Je t'écoute attentivement, vraiment attentivement, je t'écoute. Je prouve que je t'ai bien écouté en reformulant le plus fidèlement possible ce que tu viens de dire. Et après avoir reformulé ce que tu viens de dire, montrer que j'ai bien compris, au sens même affectif du terme, je comprends ton point de vue, je comprends que tu penses ça, et je montre que je suis d'accord sur 2, 3, 4 points de ce que tu as dit, même si je ne suis pas d'accord sur le reste, et dans un second temps seulement, je peux là, en fait, faire intervenir mon propre avis et montrer si je suis d'accord ou pas. Vous voyez, ça c'est aussi ce que fait ChatGPT au passage. Hein, l'algorithme de GPT est entièrement conçu sur ce principe-là d'écoute active. Hein. Quand il reformule votre requête pour s'assurer qu'il a bien compris ce que vous avez dit, pour vous montrer qu'il vous écoute, qu'il a bien compris ce que votre ressenti, etc., et qu'après, éventuellement, il vous fait des suggestions. Voilà, donc déjà, il y a tout un aspect communication. On retrouve le côté communication dans les sciences humaines, hein, la philosophie, le français, ce sont des matières littéraires, des matières de langage, des matières de communication. Et en fait, elles exercent justement ces capacités comme ça d'écoute, de compréhension, mais aussi d'expression, de communication et de presque de créativité, j'ai envie de dire, hein, dans les idées. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est vraiment cette capacité à recevoir une pensée étrangère, une pensée qui n'est pas forcément la nôtre, la pensée de quelqu'un d'autre. Et au lieu de se précipiter comme ça, à dire non, je suis pas d'accord, à contredire, à ramener sa fraise, à ramener son idée, son avis, de pas laisser l'autre terminer sa phrase ou aller au bout de sa pensée, etc. D'abord, accueillir la pensée de l'autre, être en capacité comme ça d'écoute, d'écouter autrui,
de visiter une conscience étrangère, une conscience extérieure qui a des idées peut-être différentes des nôtres, et d'être en mesure en fait non seulement de l'écouter, de la comprendre, mais de la reformuler, de la retranscrire le plus fidèlement possible. Et dans un second temps, effectivement, de pouvoir en fait comme ça discuter avec elle, la commenter, l'analyser, l'approfondir, et éventuellement lui opposer des arguments, etc., des pensées antagonistes. Ça, c'est un skill, une compétence extrêmement précieuse en tant qu'être humain. C'est un skill humain indispensable. Je veux dire, c'est toute notre vie, on doit écouter les autres, recevoir des idées différentes des nôtres, aller au contact, communiquer, etc., discuter, et ne pas déformer les idées des autres, ne pas déformer la pensée d'autrui, s'assurer qu'on l'a bien comprise, rassurer l'autre sur le fait qu'on le comprend, tolérer les idées de l'autre, mais aussi être capable effectivement d'analyser ce qu'il dit, d'apporter comme ça d'autres idées nouvelles, d'approfondir, d'apporter un nouvel éclairage, et donc éventuellement de montrer qu'on n'est pas d'accord. Donc, en termes de compétences humaines, relationnelles, on est un peu dans les fondamentaux. Donc pour quelque chose qui n'est pas utile, c'est quand même extrêmement utile. Voilà, là on n'est pas dans l'abstraction, etc. La dissertation, c'est un peu la continuité, le prolongement de ça, puisque là pour le coup, c'est notre capacité, ce que ça évalue et ce que ça entraîne, notre capacité à s'emparer d'une question et à y apporter nous-mêmes notre propre réponse. Réponse toutefois qui étaye, en fait, qui s'appuie, qui argumente d'après des exemples, en fait, qui va puiser dans des références, dans des œuvres, dans des auteurs pour appuyer son propos. Le fait qu'on ne parle pas au milieu de nulle part comme ça dans le vide, on a vraiment des arguments solides. Alors ça, pour le coup, c'est notre capacité en fait à élaborer des idées, à avoir ses propres théories, ses propres réflexions, et surtout la capacité en fait à les formuler et à les formuler avec des vrais arguments, pas comme ça dans le vide, par pur caprice intellectuel en fait, mais vraiment comme ça en s'inscrivant dans une pensée globale, en s'inscrivant éventuellement dans une tradition philosophique. Et voilà, en fait, en ayant comme ça une espèce aussi de maîtrise de la rhétorique. On retrouve, vous voyez, les mêmes choses qu'en français, la rhétorique, etc., l'art d'agencer des arguments, de dire les choses dans un certain ordre où c'est le plus efficace possible, avec une certaine fluidité, une progression logique dans le raisonnement. Tout ça, en fait, pour servir un propos, un discours, une espèce de destination intellectuelle que l'on vise avec une conclusion. On donne une réponse à la question. On aura l'occasion de voir ça dans la méthode de la dissertation. Voilà, la thèse, l'antithèse, est souvent résumée par oui, non. En fait, c'est pas du tout ça, parce qu'on n'est pas non plus schizo, on va pas non plus se contredire. C'est du oui, mais, non, mais plutôt. Mais en tout cas, voilà, l'art comme ça de maîtriser le langage, c'était le b.a.-ba de l'éducation à l'Antiquité. Un tout jeune homme à l'Antiquité qu'on envoyait faire ses études à Alexandrie ou en Grèce revenait avec l'art de la parole, l'art de la maîtrise du langage, des arguments, de faire une plaidoirie, une controverse, etc. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la rhétorique. Mais vous voyez, globalement, quand je parlais de communication, alors sachant qu'en philosophie, en plus, il n'y a pas d'épreuve orale, à part le rattrapage au bac, si vous avez vraiment raté le bac écrit, vous allez au rattrapage et là, il y aura une épreuve orale, mais contrairement au français, il n'y a pas d'épreuve orale en philosophie, sauf si vous avez un exposé en cours d'année, mais au bac, non. Donc, c'est qu'une épreuve écrite. Donc là, en fait, on perd la dimension body language ou la dimension vraiment orale de la communication qu'on a en français. Mais en revanche, il y a aussi l'épreuve écrite, et donc là, on est vraiment comme dans la communication, l'art de communiquer des idées, une réflexion, tout ça de façon anonyme, sans pouvoir s'appuyer sur quoi que ce soit d'autre que son propos et son écriture, sa graphie. Voilà, donc vous voyez ça plus tard, alors, sauf le côté graphie, écriture au sens manuel, mais tout ça, c'est encore utilisé par les réseaux sociaux, par la communication par mail, par les SMS, dans le rapport humain, avec la famille, avec les amis, avec les collègues, avec un supérieur hiérarchique, avec un éditeur, avec un producteur, avec je sais pas, un financeur, quoi que ce soit, et bien sûr avec les relations amoureuses, avec la séduction, avec les rapports humains intimes. Je veux dire, la communication, on n'arrête pas de répéter que c'est un des fondamentaux d'une bonne relation harmonieuse et qui fonctionne en fait, une relation de couple, une relation amoureuse. Donc toute matière dans la vie qui entraîne cette communication, l'art de mettre des mots, les bons mots sur ses sentiments, sur ses idées, l'art d'argumenter, l'art de s'expliquer, l'art de savoir comment relater fidèlement ce qu'on a au fond de soi, dans son esprit, dans son cœur, ne pas avoir peur comme ça des concepts, des idées, des sentiments. Enfin, tout ça, c'est fondamental dans une vie humaine. C'est vraiment incontournable. Enfin, si vous voulez devenir un bon être humain, quelqu'un de fonctionnel en société et en relation, et quelqu'un même d'heureux presque, on va dire, qui sait gérer ses propres émotions, ses propres idées, et qui se pose 2-3 questions, et qui a de l'esprit critique et du recul, et qui sait ranger sa tête en fait, parce que ça c'est un truc qui me tient à cœur, moi, qui est un de mes secrets déjà de moi à moi, mais en plus une de mes occupations principales en tant qu'intellectuel dans la vie vis-à-vis des autres, c'est l'art de ranger sa tête et de ranger celle des autres.
l'art de ranger sa tête, de ranger bien les choses, de les ranger de façon logique, la plus cohérente et fonctionnelle possible, la plus harmonieuse, en mettant les bonnes étiquettes sur les bonnes choses, etc. Enfin, bien les nommer, hein. Mal nommer les choses, ça ajoute au malheur du monde, hein, comme dit la fameuse phrase apocryphe. Donc, voilà, tout ça, ça a l'air d'être comme ça, un peu abstrait, etc., lointain, mais c'est aussi essentiel, sinon encore plus essentiel, puisqu'encore plus universel, que des questions strictement mathématiques ou d'ingénierie. Les mathématiques, l'ingénierie, tout ça et tout, ça fait fonctionner le monde sur un plan matériel, concret, technologique, et c'est très important. Mais là, sur un plan relationnel humain, de ce qui nous relie tous et de ce qui fait de ce qui nous concerne tous, à savoir la famille, l'amitié, l'amour, c'est fondamental d'être un minimum à l'aise avec la communication, avec le langage, avec la réflexion, avec l'argumentation, avec l'art de se disputer. Une dissertation, une bonne dissertation, c'est l'art de se disputer sans s'engueuler, sans se fâcher, hein. Donc voilà, une compétence beaucoup trop rare dans ce monde, hein. Les gens ne savent pas être en désaccord, se disputer sans tomber dans la fâcherie ou dans l'engueulade ou dans la dominem. Donc là, c'est vraiment tout un art subtil en fait comme ça de ne pas être d'accord sans s'engueuler, sans se fâcher. Enfin voilà, tout ça, ce sont des compétences extrêmement précieuses qui ne devrait pas y avoir à démontrer, à expliquer, tellement elles devraient tomber sous le sens, c'est très évidente, et être davantage valorisées dans cette société. Mais une société qui valorise évidemment que la performance, que les résultats, que l'utilité, que les chiffres, que le capital, voilà, néglige toutes ces choses-là qui sont quand même au cœur de l'expérience humaine et d'une vie heureuse humainement, quoi. Vraiment une vie un minimum épanouie sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, intellectuel et affectif. Alors cette question de à quoi sert la philosophie, et d'ailleurs plus largement aussi, hein, à quoi sert le français, à quoi sert la littérature, à quoi sert donc le commentaire, la disserte, enfin bref, en gros toute activité un tant soit un peu intellectuelle ou créative ou littéraire ou introspective, enfin etc. Cette question, bien sûr, on peut l'entendre souvent, hein, voilà, avec plus ou moins de bonne foi, parfois avec un soupçon de peut-être de provocation, de bravade, hein, ça peut arriver, hein. Parmi les personnes qui ont pu, moi, au cours de, voilà, de mon parcours, de ma vie, de mes rencontres, me la poser, aussi bien dans la vie, hein, courante, hein, que dans le contexte plus précis, par exemple, de mes cours particuliers, hein, dans le cadre des élèves que j'ai pu avoir, par exemple, il y a un profil, entre autres, hein, qui se détache, hein, qui revient régulièrement, parce que simplement, bah, c'est très répandu. C'est le profil des personnes comme ça, vous savez, un peu sportives comme ça, très sur, vous voyez, leur physique, leur apparence, qui font beaucoup d'activités physiques, qui pratiquent le sport, voire qui sont passionnés de sport, voire parfois qui ont des ambitions d'ailleurs de professionnalisation dans le sport, mais en tout cas voilà, qui prennent beaucoup soin d'eux physiquement. Et donc entre autres, voilà, ça peut passer par même le sport en salle, hein, le workout, comme on dit en anglais, hein, la musculation, etc. Et ça, c'est tout particulièrement intéressant et révélateur. Moi, je ne m'aviserais jamais de demander à quelqu'un qui pratique le sport, qui pratique beaucoup de sport, à quoi ça sert. Alors non seulement parce que je trouve ça assez bête comme question, assez impoli, indélicat, mais en plus parce que j'ai déjà la réponse. Moi, pour le coup, en faisant un peu fonctionner ma tête et en réfléchissant 2 secondes à la question et en connaissant bien le monde dans lequel j'évolue, et simplement avec un peu de bon sens et d'empathie, de compréhension, je sais déjà à quoi ça sert. Moi, après, ça me parle ou pas, ça me donne envie ou pas, j'en fais ou pas, mais en tout cas, au moins, je sais quand même me mettre à la place de quelqu'un, et ils sont nombreux, voilà, à qui ça plaît, que ça attire, à qui ça fait du bien, et donc je connais la réponse. Ça n'aura échappé à personne, et d'autant plus dans un pays ou dans un monde où le premier youtubeur de France, hein, celui qui a le plus d'abonnés, le plus de vues, et donc un des plus influents, c'est Thibaut InShape, hein. Donc, hein, c'est pas un youtubeur qui parle de cinéma, c'est pas un youtubeur d'humour comme ça a pu l'être par le passé, c'est pas un youtubeur de jeux vidéo, c'est pas un youtubeur, encore moins bien sûr de philosophie ou de littérature, hein, vous voyez, hein, comme quoi il ne doit pas y avoir assez de sapiosexuels pour faire une audience. Non, c'est un youtubeur qui parle de fitness, de workout, de sport et d'entretien du corps. Ça n'aura échappé à personne qu'on est dans un monde, dans une société qui valorise et survalorise eh bien, le soin du corps, l'apparence physique, la tenue vestimentaire, le look, et par là du coup le sex appeal, qui crée des standards physiques, du coup qui crée aussi des tabous, des interdits dans le domaine physique, donc qui prône l'épilation, le bronzage, la minceur. Bon, je ne vous apprends absolument rien, hein, voilà, tout ça on le sait, on l'observe. Alors c'est toujours la même chose, hein, c'est que tout le monde a l'air de s'en plaindre, tout le monde a l'air de le déplorer, de le critiquer, et en même temps tout le monde a l'air de jouer le jeu. Ou en tout cas, il y a assez de gens qui jouent le jeu manifestement pour que ça continue. Donc c'est toujours un peu comme ça, c'est entre deux bizarre, où tout le monde a l'air d'en souffrir et de s'en plaindre,
et en même temps tout le monde l'entretient ou voilà, ne s'y oppose pas assez ou alors justifie ou valide, récompense ces codes-là. Voilà, donc tant qu'ils sont récompensés, forcément, ils continuent. Alors, comme ça, hein, de base, d'aucuns diraient, bah oui, mais enfin bon, ça c'est un petit peu aussi à notre gloire, hein, c'est-à-dire que ça c'est un symbole de civilisation, hein, c'est la civilisation des mœurs, hein, comme dirait Norbert Elias. C'est un élément, un critère parmi d'autres qui nous permet en fait de mesurer que nous sommes en fait à une étape civilisée, hein, de notre évolution, et que contrairement en fait à d'autres époques où l'hygiène était mal comprise ou complètement négligée et déplorable, et en plus avec les maladies qu'elle est avec, etc., le côté désagréable de la chose, eh bien justement, c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, il ne s'agit pas, hein, à un certain degré de le critiquer du tout, de le remettre en question, évidemment. En revanche, là où ça devient préoccupant ou alors ça peut interroger, c'est quand l'hygiène devient hygiénisme. Vous voyez, c'est comme la science qui devient scientisme, hein. La science qui devient scientisme, c'est quand la science devient quasiment une religion, mais aussi quand ce culte de l'hygiène, qui devient donc presque de l'hygiénisme, eh bien, en fait, devient presque révélateur de névroses sociétales, hein, voilà, de même qu'il y a des névroses individuelles, hein, les personnes parfois comme ça qui développent comme ça des névroses obsessionnelles sur des choses dont la maniaquerie, l'hygiène, ça cache parfois justement un mal-être intérieur qui essaie de se manifester, de se nettoyer extérieurement par l'obsession de la propreté. Donc déjà, ça peut être une manifestation de névrose collective, mais surtout, ça peut être un problème quand il n'y a pas l'autre polarité qui va avec, qui vient équilibrer et qui vient un petit peu comme ça compenser cette focalisation comme ça sur le physique, sur l'apparence, sur l'hygiène corporelle, sur, je sais pas, le ménage, etc., qui est l'entretien de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle. Là, je ne parle pas religieusement, hein, voilà, hein, je parle vraiment de vie spirituelle au sens intellectuel du terme, philosophique du terme. Très clairement, dans l'expression restée célèbre, parmi tant d'autres de lui, du poète latin Juvénal, hein, dans ses satires, mens sana in corpore sano, hein, un esprit sain dans un corps sain. Bon, de toute évidence, les gens ont surtout retenu corps sain, hein, voilà, hein, esprit sain dans un corps sain, voilà, hein, souvent c'est dit un peu comme ça, tel quel. Enfin bon, voilà, je croise énormément de corps sains, ou de corps en tout cas qui se revendiquent comme tels, mais qui se donnent beaucoup de mal pour apparaître comme tels. Je croise beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, d'esprits sains. D'ailleurs, les statistiques et les faits sociétaux l'attestent, puisque en fait le nombre de consultations psy a explosé, puisque les services de psychiatrie sont saturés, et puisque en fait le nombre de dépressions et donc de ventes d'antidépresseurs et donc de mal-être chez les jeunes, adolescents, etc., ont explosé depuis l'époque post-Covid, hein. Mais il y avait déjà quand même une sacrée montée en fait en flèche comme ça bien avant. Donc c'est un processus qui a démarré depuis très longtemps. La santé mentale des gens va mal, hein. Globalement, la santé mentale dans le monde occidental va mal. Voilà. Donc au niveau mens sana in corpore sano, on n'y est pas vraiment sur la première partie. Mais la seconde ne s'est jamais autant bien portée. Il n'y a jamais eu autant de business, d'activités, de propositions, d'envie du côté du corpore sano. Bref, tout va bien puisque nous sommes dans le monde de l'abonnement à Basic Fit, hein, de 3 douches par jour, alors comme dans toute bonne enquête, hein, pour la résoudre très rapidement et parfois avec une vitesse déconcertante d'ailleurs, il faut chercher à qui profite le crime et on va très vite pouvoir voilà, déduire le mobile et le coupable. Donc pourquoi d'un côté des disciplines quand même intéressantes, passionnantes et utiles, mais très difficiles comme les sciences séduisent autant et surtout pourquoi voilà encore une fois cet essor, cette obsession occidentale contemporaine pour le sport, le corps, l'hygiène, c'est pas pour la beauté de la chose. Je crois assez peu, il y a trop peu d'idéalisme dans ce monde malheureusement, au fait que les gens font les choses pour les faire. Voilà, donc il faut toujours chercher un mobile, et le mobile sur Terre c'est pratique, c'est quasiment toujours le même, hein. Il y en a deux possibles quand ils ne sont pas ensemble, ils sont au moins l'un ou l'autre séparés, c'est l'argent ou le cul. L'argent, hein, qui est donc intimement lié à l'emploi, au travail, à la carrière,
Bien évidemment, de nos jours, c'est plus le domaine scientifique qui rapporte, hein, c'est le domaine scientifique où il y a du travail, où il y a des propositions, où il y a des carrières qui peuvent se faire, où on peut faire fortune, on peut réussir, c'est ce que la société réclame, veut, et c'est ce qu'elle récompense. Donc là, vous voyez, le mobile de l'argent, c'est bon. Et puis, ben, hein, le corps, l'hygiène, la beauté physique, les standards, etc. Eh bien, ça, pour le coup, hein, là, c'est le cul. Alors c'est marrant, hein, on a beau être dans un monde de sapiosexuel apparemment, eh bien, des disciplines, hein, pour le coup purement intellectuelles ou purement spirituelles ou psychologiques, qui ne se voient pas en fait à l'extérieur, hein, qui n'apparaissent pas forcément comme ça dans notre apparence physique, hein, qui n'ont pas comme ça de résultats sur notre musculature, notre beauté, notre esthétique ou même notre odeur ou j'en sais rien, des trucs comme ça, eh bien, comme par hasard, ce sont des disciplines, des domaines délaissés. Donc à ces personnes comme ça qui me demandent bah, à quoi ça sert la philosophie, bah, à quoi ça sert le français, bah, à quoi ça sert la littérature, bah, à quoi ça sert les sciences humaines, eh bien, généralement, justement, je leur réponds, bah, je sais pas, à quoi ça sert, toi, là, de courir sur un tapis, à quoi ça sert de soulever là, des poids, à quoi ça sert les squats, à quoi ça sert les pompes, à quoi ça sert de faire les abdos, là, comme ça, à quoi ça sert les tractions, l'exercice que tu fais, là, à quoi ça sert de courir après une baballe. On fait ça parce que ça entretient le corps, ça entretient la santé du corps, voilà, c'est bon pour le physique. Donc, c'est pas plus débile voilà, de lire ou de réfléchir ou de méditer ou de penser ou de philosopher. Et ça relève quasiment de la même chose, mais pour le cerveau, qui fait partie du corps au passage, hein. On a parfois trop tendance à tort, hein, comme ça, à séparer le monde spirituel et le monde physique. Mais tout est physique chez l'humain, hein. Notre spirituel dépend d'un organe physique, qui est le cerveau. Donc c'est physique à la base, l'intelligence et le spirituel. Oui, bien sûr, il y a un côté abstrait, etc. Voilà, quelque chose qui se passe manifestement de purement intellectuel, psychique, mais ça part du corps. Si le corps s'éteint, si le corps meurt, si le cerveau se dégrade, c'est fini. Donc ça flotte pas dans l'air, hein, c'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans l'air de façon insaisissable. C'est très directement dépendant, là aussi, du corps, de ce qu'on mange, d'ailleurs, de l'alimentation et de notre sommeil, etc. Il y a donc une troisième dimension comme ça à cet hygiénisme en quelque sorte, hein, dont j'ai pas encore parlé, mais qui est là où je voulais en venir, hein, qui est la plus importante ici. C'est celle en fait de la maniaquerie et du rangement dans l'espace en fait domestique, hein, voilà comme ça, dans l'habitat. Et c'est là que c'est intéressant parce que là, en s'arrêtant vraiment sur cet aspect donc de ménage, hein, ou de rangement domestique, hein, voilà, qui font partie là aussi effectivement du soin de soi, hein, effectivement élémentaire, hein, voilà, on se lave, on lave notre corps et effectivement on range notre habitat, voilà, ça fait aussi partie des progrès, on va dire, de notre civilisation, hein, c'est-à-dire que voilà, on a appris à chasser les microbes, à désinfecter les choses, à s'assurer que ça reste propre, à faire la chasse à la poussière, et simplement même pour le bien-être et pour l'esthétique, est-ce que les choses soient un petit peu rangées, que tout soit nickel, etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses positives à la base et qui font partie effectivement, tout comme le chat, hein, qui fait sa toilette, hein, donc en tant qu'animaux que nous sommes, en tant que mammifères que nous sommes, on prend soin de notre habitat et on prend soin de nous-mêmes. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand ça devient prétexte en fait à projeter dessus en fait des valeurs et à extrapoler des valeurs là-dessus. Ça a même donné des expressions connues comme ça, hein, voilà, hein, pour établir en fait un parallèle direct, hein, comme une espèce comme ça de portrait, de miroir, où en fait ben, l'état de notre habitat, en gros l'état de notre maison, de notre appart ou de notre chambre, reflèterait en fait notre état mental. Hein, au point d'ailleurs que des gens vont s'inquiéter justement de voir une chambre désordonnée, un endroit désordonné, genre oula ça va pas bien dans sa tête, lui ça va pas bien. C'est même parfois vu comme un symptôme de dépression, hein, genre on prend plus soin de soi, on prend plus soin de son habitat, ce qui dans certains cas, et peut-être bien des cas, est vrai, hein, ça peut effectivement alerter, en particulier si la personne n'a pas toujours été comme ça et n'est pas comme ça d'habitude, bien sûr. On a carrément cet automatisme, en fait, hein, très très répandu, moi je l'ai croisé tout le temps, des gens comme ça qui vont immédiatement tirer des conclusions sur votre santé mentale ou votre hygiène mentale, ou votre intellect, carrément votre intelligence, l'ordre de votre esprit, l'ordre de vos idées, en observant votre environnement, en observant votre habitat, même des choses idiotes, hein, comme même l'état de votre sac, le contenu de votre sac, ou l'état de vos poches, ou voilà, encore une fois, votre appartement, votre salle à manger, votre bureau éventuellement, voilà, est-ce que le bureau est bien ordonné, tout est bien rangé, nickel, etc., ou est-ce que les choses traînent, etc. Et là, les gens vont se mettre à spéculer, mais carrément croire vous connaître, en fait, hein, carrément, là, les gens se prennent pour des psys, et les gens sont tellement sûrs de leur affaire, tellement sûrs de leur coup, que pour eux, ça ne fait aucun pli, aucun doute, reflète forcément l'état de votre intellect et de votre mental. Alors, partant de ce syllogisme fallacieux, y a-t-il d'autres sortes de syllogismes, hein, voilà, on pose la question aux sophistes.
euh, évidemment, là, toutes les conclusions sont permises, et y compris la réciproque. Les personnes qui sont maniaques, on va carrément aller jusqu'au maniaque, hein, mais les personnes comme ça qui sont très portées sur l'hygiène, le rangement, que tout soit nickel, etc., vont avoir tendance à tirer des conclusions sur leur propre santé mentale, ou leur propre hygiène mentale, ou leur propre intellect, leur propre esprit, d'après leur environnement extérieur en fait, hein, et vont se réclamer comme ça de ce lien entre les deux, de ce parallèle entre les deux, puisqu'il est tout à leur bénéfice évidemment, hein, c'est tout à leur intérêt de présenter comme un miroir de leur esprit leur environnement si irréprochable évidemment, hein, c'est très, très flatteur, très valorisant, c'est une vitrine, hein, là oui ça fait vitrine, donc là la vitrine est attrayante. Alors je vais peut-être prêcher des convaincus, mais j'ai quand même un scoop pour vous, Euh, ça n'a absolument rien à voir, mais rien à voir. C'est bien esprit sain dans un corps sain, mais ces deux choses-là sont autonomes, peuvent fonctionner séparément et donc doivent être travaillées chacune de leur côté pour fonctionner effectivement ensemble, mais n'ont pas de lien de cause à effet l'une à l'autre. Et encore moins, j'ai envie de dire, dans le sens, si j'ai un corporé sano, si j'ai un environnement ultra sain, ultra propre et que je range tout le temps, mécaniquement ça va voilà, ranger dans ma tête et ça va voilà, tout nettoyer et donc je vais avoir l'esprit le plus propre et le plus sain possible, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ce serait beau, ce serait super. Dans quel beau monde on serait, comme ce serait pratique, comme ce serait commode. Alors on me dira, mais non, attends, c'est complètement faux ce que tu dis, c'est bien connu que quand on fait le ménage, quand on range chez soi, quand on passe l'après-midi comme ça à tout nettoyer, à tout ranger, on se sent super bien à la fin de la journée, l'environnement est propre, du coup on sent bien qu'on est bien mentalement, il y a comme un soulagement mental qui s'opère, c'est pareil après le sport, il y a une espèce comme ça d'euphorie, de dopamine, on le sait, c'est connu, d'ailleurs on recommande ça aux dépressifs et tout pour aller mieux, voilà, donc non, au contraire, tu racontes n'importe quoi, bien sûr que si, ça joue sur la santé mentale, sur le bien-être mental et donc sur le spirituel, d'avoir comme ça un corps bien entretenu et voilà, d'avoir aussi un logement, un environnement bien entretenu. Bien sûr qu'aussi ça fonctionne. Alors non, désolé, là vous confondez les choses. Vous confondez un véritable travail intellectuel et spirituel qui, je suis navré de vous l'apprendre, et c'est pourtant logique, bien demande justement un travail intellectuel et spirituel. Il n'y a pas à y couper, puisqu'il s'agit d'intervenir sur cet aspect-là, eh bien il faut passer par ce biais-là. Vous confondez donc un authentique travail intellectuel et spirituel avec une activité qui peut être agréable, qui effectivement a un bénéfice immédiat, là aussi tout aussi agréable, hein, voilà, c'est bien rangé, c'est propre et tout, alors on s'est bien défoulé, on a fait du sport, tout ça c'est très positif, mais voilà, il ne faut pas confondre la réalité d'un résultat sur le plan intellectuel et spirituel et le fait que l'on projette, en fait, il y a une projection mentale. Quand on fait le ménage dans son appartement, voilà, ou chez soi, qu'on range tout et que c'est propre et tout, sur le coup, voilà, c'est un peu la flemme, c'est un peu fastidieux parce qu'il y a aussi ça aussi chez l'humain, hein, c'est le côté comme ça un peu masochiste parfois, hein, c'est comme en salle de sport, on se fait souffrir sur des machines, hein, ou alors on se fait souffrir à faire le ménage, c'est fastidieux, c'est pénible, et en fait c'est l'effet après de détente et de relâchement qui est euphorisant. Voilà. Après une tension, il y a une détente. Et l'effet de détente après la tension est un effet de récompense que le cerveau adore. Le cerveau adore la récompense. Et la récompense est jamais plus délicieuse et plus belle que quand il y a eu un effort avant. Voilà, donc ça c'est un mécanisme purement psychique en fait, hein, voilà, c'est pas profondément intellectuel ou spirituel, ni philosophique, c'est juste que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, il est accro à cette sensation-là, je souffre, je me récompense, je souffre, je me récompense, voilà. Donc bon, le système de récompense est actif, donc déjà c'est ça qui se produit, c'est le système de récompense, système de comme ça de fierté de soi, je suis content, j'ai fait ça, j'ai fait l'effort, je me suis infligé ça et je suis récompensé par le résultat et maintenant il n'y a plus qu'à profiter et oui, le fait est que c'est agréable tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là où il y a un grand pas de fait, un grand saut de fait, eh bien, c'est de tirer des conclusions sur ce ressenti, sur cette sensation qui, au passage, est éphémère, hein, ne va pas durer, c'est très éphémère, c'est très agréable sur le coup, mais voilà, ça se dissipe au bout d'un moment. La preuve, il faut tout de suite recommencer pour renouveler le système de récompense. Donc il y a un résultat éphémère, certain, mais voilà, c'est juste une sensation. Les gens se figurent, arrivent à se leurrer, à se duper au point de penser que le travail qu'ils ont accompli sur leur corps, là, de façon hygiénique, ou alors sur leur environnement avec le ménage, est un travail qu'ils ont aussi opéré sur leur mental et leur intellect. Alors que absolument pas, il n'y a absolument rien à voir, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. On est d'accord dans l'autre sens que lire des bouquins toute la journée ne range pas votre appart. Vous pouvez lire tous les livres du monde, vous pouvez réfléchir autant que vous voulez, réfléchir ne rangera pas votre appartement et ne le nettoiera pas et ne vous fera pas prendre votre douche. Le seul moyen de nettoyer votre corps et votre environnement,
c'est d'aller vous laver ou de vous saisir des ustensiles adaptés. Donc pourquoi dans l'autre sens ça marcherait? Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un bien-être après avoir fait tout ça, et que ce bien-être est le signal visuel renvoyé, parce qu'on voit un appartement bien rangé, c'est propre, c'est ordonné, en fait, fait faire un raccourci dans sa tête en disant voilà qui reflète mon état mental, voilà, je me sens bien et je vois ça en face de moi, donc je vais bien, je vais mieux. En fait, on a fait une catharsis, hein, on a procédé par catharsis, hein, on a purgé nos passions, on a voilà, extériorisé notre état mental, on l'a projeté sur un environnement à la base qui était désordonné, et en rangeant cet environnement, eh bien, on a projeté, hein, on a extériorisé la sensation, le fantasme comme ça, d'avoir une tête bien rangée. Et comme il y a le système de récompense qui s'active, on a l'impression que ça a fonctionné. On a une sensation comme ça de soulagement, de détente, de dire ça va beaucoup mieux, mais oui, voilà, ça y est, je suis rangé. Or, vous n'avez rien rangé. Mentalement, intellectuellement, spirituellement, psychologiquement, vous n'avez rien rangé et rien à ranger. Tout ça, c'est purement extérieur, c'est extériorisé. C'est le même ressort et qui est déjà dénoncé par les stoïciens à l'époque. Sénèque, dans ses traités ou dans ses lettres à Lucilius, en parle régulièrement parce qu'il taquine gentiment ou alors rabroue un peu moins gentiment parfois des disciples en fait, qui lui parlent de leur voyage. En fait, ils n'arrêtent pas de voyager dans tous les sens, qui ne tiennent pas en place. Et Sénèque, évidemment, en bon stoïcien, leur répète sans arrêt tu peux voyager autant que tu veux, et je comprends le bien que cela te procure, mais ce bien, il est superficiel en fait. Tu ne fais que soit emporter tes problèmes avec toi, soit au contraire les laisser chez toi, mais ils t'attendent à ton retour. Et tu ne fais que les fuir, tu ne résous rien. Donc quand tu me dis que ça va mieux depuis que tu voyages, etc., non, ça ne va pas réellement mieux. C'est que tu te saoules en quelque sorte en fait, tu es en train de t'enivrer de sensations, tu es en train de te stimuler, de t'exciter. Et effectivement, le cerveau réagit positivement à ça, et est stimulé par la récompense, par la nouveauté, et comme ça, il n'a pas à cogiter en fait. Mais du coup, il dit tu n'as rien résolu profondément. C'est une illusion de résolution. Voilà. Mais bien pratique, bien commode, comme c'est génial. C'est quand même bien commode dans la vie que ce qui arrange les problèmes, ce soit de voyager, de faire de la muscu, de faire du sport et de baiser. Tiens donc, voilà, si ça fonctionnait comme ça, et donc comme c'est pratique. Donc non, il faut vraiment arrêter avec ce raccourci et cette idée reçue bien flatteuse et bien commode, comme quoi les gens qui sont très portés sur la propreté, le rangement, l'hygiène, et les gens maniaques, on va carrément jusqu'aux gens maniaques, et maniaque c'est pas du tout une qualité, un maniaque c'est une névrose au passage, un maniaque c'est une névrose, donc c'est l'extériorisation généralement, la manifestation physique, soit par le corps, la somatisation des symptômes physiques, ou alors par un comportement, là c'est plutôt du comportemental, d'un refoulement qui a échoué, un refoulement, je sais pas, d'une peur, d'une crainte, d'une hantise, d'une souffrance, d'une douleur, quoi que ce soit, d'un traumatisme. Et ce refoulement ayant échoué, il y a un retour du refoulé, et ce retour du refoulé va se manifester, va prendre une voie en biais, va pas pouvoir se manifester par la conscience, parce que la conscience le refoule, donc en fait ça va se venger indirectement par une attitude, par un tic, par un toc, par une obsession. Et donc la maniaquerie, c'est une névrose. Et justement, c'est là que c'est passionnant, que c'est intéressant. Parce que comme c'est une névrose, justement, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Et c'est là qu'on est en plein malentendu et qu'on est en pleine injustice, puisque, au contraire, il est fort probable que plus les gens sont maniaques, moins ils sont propres dans leur tête. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont maniaques. C'est précisément l'explication de leur maniaquerie. Seraient-ils aussi maniaques s'il n'y avait pas au fond, en eux, une espèce comme ça de malaise, de sensation persistante que quelque chose ne va pas, ou alors justement une sensation comme ça de malpropreté intérieure, de malpropreté spirituelle qui essaie de se compenser ou de se nettoyer, de se guérir par une espèce comme ça de pulsion de nettoyage permanente dans l'environnement extérieur ou sur le corps, etc. Ce mécanisme-là, il est overconnu. Franchement, la maniaquerie, c'est une des névroses les plus répandues dans l'humanité, et sa cause est tout aussi répandue. C'est un grand classique de l'humain. J'ai plein de problèmes qui s'accumulent à l'intérieur, j'ai une sensation grandissante comme ça de malpropreté morale ou spirituelle ou mentale. Je me sens mal avec moi-même, je me sens sale intérieurement, je me sens pas au propre avec mes idées, avec mes actes, etc., ou quelque chose ne va pas. Vite, il faut que je nettoie, mais ça demande beaucoup trop de travail, d'effort, de douleur, de souffrance, d'introspection, de le faire avec le matériau comme ça des idées, des pensées, du psychisme. Et c'est tellement plus facile et tellement plus gratifiant, tellement plus immédiat de transformer ça en fait en pulsion, en névrose de nettoyage, et de tout nettoyer autour de soi, passer son temps comme ça à tout décaper, à tout ranger, à tout nettoyer, pas supporter un grain de poussière, pas supporter une tâche. Ça, c'est quand même passionnant. Les gens ne supportent pas une petite tâche sur une table, une petite tâche de café ou de chocolat sur une table,
Mais alors, toutes les tâches intérieures, les tâches morales qu'ils ont en eux, ça, en revanche, ça passe, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, non, la preuve, justement, ça ne passe pas. C'est bien pour ça, justement, que ça crée ces névroses. Mais en tout cas, voilà, ça, ils balayent, en fait, la poussière sous le tapis, hein. Justement, ce qu'ils ne supportent pas de faire dans la vie réelle, qui est de balayer sous le tapis, ils le font volontiers avec leur conscience, avec leurs actes, avec leurs idées. Donc non, il n'y a aucun systématisme, et même c'est presque le contraire d'ailleurs, hein. S'il devait y avoir un systématisme, ce serait plutôt dans l'autre sens, mais il n'y a aucun systématisme entre des personnes qui sont très à cheval sur le rangement, l'hygiène, l'ordre, qui sont très propres sur elles, qui prennent 3 douches par jour, qui passent leur temps à faire du sport et qui ont un appart nickel chrome, et un psychisme, un mental hyper propre, hyper ordonné, des idées bien claires, bien rangées, des gens hyper épanouis ou hyper structurés intellectuellement, hyper intelligents ou profonds. Non, il n'y a aucun systématisme. Et encore une fois, s'il devait y en avoir un, je peux vous le dire, malheureusement, il est dans l'autre sens. Je ne compte pas le nombre de personnes dans la vie que j'ai rencontrées et qui justement se tapaient une réputation très positive de «Ah mais lui ça se voit, c'est un esprit ordonné». Quand on voit chez lui comment c'est rangé, on voit bien que dans la tête, franchement, on voit bien que ça va être bien rangé, hein. Je dis, mais quel est le putain de rapport? Et surtout, moi, ayant côtoyé la personne, je constatais tout le contraire. Et je me rendais compte à quel point la personne, de façon très injuste, arrivait à tromper son monde, à duper son monde, juste par un tour de passe-passe juste par un tour de passe-passe comme ça, parce que monsieur ou madame voilà, est abonné à une salle de sport et fait le ménage 2 fois par jour, et hop, ça fait illusion, hein, parce que l'appart est bien rangé. Ah ouais, ça se voit, c'est quelqu'un qui est carré dans sa tête, hein. Non, non, mais être carré dans sa tête, alors là, au sens carrément autoritaire, organisé, maniaque, ce n'est pas, encore une fois, être carré dans sa tête sur un plan intellectuel. Voilà. Et donc, bah, c'est vrai que malheureusement, l'illusion fonctionne pour les gens, hein, pour le commun des mortels, ça fait illusion. Et ça crée d'énormes malentendus et surtout des faux jugements de valeur, en fait, des jugements de valeur déplacés. Et passer leur vie dans leur salle de bain, ils arrivaient en fait à se créer comme ça une espèce d'image, hein, complètement extérieure et superficielle de propreté apparente. Mais il en était tout autre en fait dans leur tête. Il suffisait de passer un petit peu de temps avec eux, de parler un petit peu avec eux, de voir quelles étaient leurs valeurs, leurs idées, leur façon comme ça de parler des choses, des notions justement abstraites, et aussi la façon dont ils menaient leur vie privée, hein, leur vie privée, leurs mœurs, leurs relations aux autres, etc., pour constater le bordel, le merdier que c'était dans leur tête. Mais là encore, et les choses du coup s'accumulent, mais un merdier tout à fait ordinaire. C'est ça le truc aussi. C'est que comment ce désordre dans leur tête peut choquer les gens, sachant que les gens déjà ne sont pas armés eux-mêmes mentalement, intellectuellement pour identifier ce genre de désordre, hein, parce que c'est facile de repérer qu'une chambre est désordonnée. C'est déjà autre chose de savoir repérer qu'un esprit est désordonné. Donc comme les gens ont un bazar, un désordre assez ordinaire, assez commun dans leur tête, bien, ils passent complètement inaperçus aux yeux des autres, parce que les autres ont le même en fait dans la leur. C'est le même pour tout le monde quasiment. Donc forcément, ça passe inaperçu. Et en plus, évidemment, on est sauvé. C'est dans le monde abstrait, c'est dans le monde intérieur, c'est dans le monde invisible. Tout ça ne se voit pas. Donc ça ne compte pas. Et de même qu'il n'y a pas de bénéfice concret, positif, bien, il n'y a pas non plus en fait de préjudice à avoir ce bordel-là. Hein, voilà, on n'y perd pas, on n'y gagne pas. Voilà, c'est pas récompensé par le monde réel, par les interactions sociales concrètes, ordinaires, avec les gens du commun. Donc, on met la poussière sous le tapis, donc tout ça reste secret, reste caché, et peut même être refoulé. Et donc là, on retrouve le mécanisme de la névrose. Comme on le refoule, eh bien voilà, le conscient ne veut plus en entendre parler, ne veut plus y penser, mais ça va finir par vouloir se manifester indirectement, par ressortir d'une façon voilà, indirecte par des symptômes, par la somatisation, par une névrose. Et donc, quoi de mieux que la névrose du ménage, du rangement, de la propreté, de vouloir tout comme ça astiquer en permanence, comme si en fait, voilà, l'inconscient criait au secours et demandait qu'on s'occupe de lui, qu'on le nettoie, qu'on le range, qu'on s'en occupe. Mais comme ils ne le feront pas, voilà, c'est finalement l'environnement extérieur qui sert de vitrine à un ordre qui est complètement illusoire. Mais de même que des personnes qui ont le malheur d'être un peu désordonnées, ou alors carrément désordonnées, ou pas très maniaques, ou alors pas du tout d'effet du logis, alors voire carrément négligées, leur environnement, leur habitat, un simple bureau même, hein, sont jugés comme le reflet fidèle et exact de ce qu'il y aurait dans leur tête et donc de leurs valeurs intellectuelles, de leurs valeurs spirituelles, de leurs valeurs philosophiques ou de leurs valeurs tout court d'ailleurs, hein, et de leurs valeurs au pluriel, hein, leurs valeurs singuliers tout court et leurs valeurs au pluriel, valeurs humaines. Donc là, il y a quand même un sacré pas de franchi. Alors là, pour le coup, c'est Tante May qui a raison, hein, Tante May, hein, la tante bien sûr de Peter Parker, hein, Spider-Man. De même déjà que son oncle avait raison avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hein. Déjà, rien que son oncle était un grand sage, hein, un grand philosophe.
On connaît la postérité de cette phrase. Eh bien, Tante May aussi, hein, dans le premier film de Sam Raimi, en 2002, hein, le premier Spider-Man, Norman Osborn, hein, le bouffon vert, voit la chambre de Peter Parker dans un désordre incroyable, et il fait la remarque, c'est un garçon désordonné. Et Tante May, un petit peu froissée qu'on critique son neveu et consciente de sa valeur, et la voyant remise en question, lui répond, tous les grands esprits le sont. Tous les grands esprits sont désordonnés. Alors là, elle fait le syllogisme ou l'association d'idées dans l'autre sens, hein, elle fait la bascule dans l'autre sens, hein, c'est peut-être pas plus pertinent comme ça, mais elle part du principe que du coup, tous les grands esprits sont désordonnés. Donc justement, quand on voit du désordre, c'est peut-être signe qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête. Mais c'est pas complètement idiot, parce que une des marques principales de l'intelligence, ou de ce que l'on appelle le haut potentiel, ou bref, en tout cas voilà, des QEV ou je ne sais quoi, enfin peu importe comment on appelle ça, c'est la pensée par arborescence. Et la pensée par arborescence, une de ses caractéristiques, et ce qui peut un peu déconcerter, et ce qui peut presque passer justement pour de la non-intelligence, c'est que par définition, ça part dans tous les sens. C'est de l'arborescence, donc en fait, il y a plein d'embranchements, il y a plein de détours, il y a des retours en arrière, il y a des digressions, des parallèles, des intros, des conclus, des préludes, des postludes, enfin voilà, c'est un peu labyrinthique, c'est de la pensée labyrinthique. Mais surtout, et de façon beaucoup plus empirique et concrète, les gens qui ont un monde intérieur extrêmement riche, extrêmement dense, et qui y passent beaucoup de temps dans ce monde intérieur, à s'y réfugier, à méditer, à penser, à réfléchir, à rêver, et qui passent beaucoup de temps, précisément et paradoxalement, à le ranger, à l'organiser, à le nettoyer, donc à faire du ménage dedans, eh bien, ont d'autant moins de temps, d'autant moins d'espace disponible mentalement et physiquement pour s'occuper de leur monde extérieur, de leur environnement extérieur, leur mobilier, leurs affaires, leurs vêtements, bref, voilà, leur logement, leur habitat. Ils le négligent parce qu'ils n'ont presque pas le temps de s'en occuper ou n'y pensent pas, parce qu'ils sont sans arrêt dans leur vrai monde intérieur, leur véritable habitat qui est leur esprit. Donc ça pourrait expliquer, et même carrément justifier, le décalage qui peut exister entre des personnes qui, effectivement, sont très désordonnées, mais qui, cependant, et parfois pour cela même, en fait, sont des personnes justement qui sont très structurées mentalement, qui ont un univers mental très très bien rangé et ordonné. Mais voilà, ils ne peuvent pas être partout. Et donc, ils privilégient l'un sur l'autre. Alors moi, mon expérience en atteste vraiment parce que, bon, déjà, moi, je pense que je suis un peu comme ça, mais moi, toutes les personnes autour de moi, et là je parle de mes connaissances, voire de mes amis, mais toutes les personnes les plus brillantes que je connaisse et les plus brillantes que j'ai rencontrées étaient les personnes les plus désordonnées, les plus désorganisées ou foutraques que j'ai connues de ma vie aussi. Pas du tout d'effet du logis, je peux vous le dire, hein, tout sauf d'effet du logis. Et pas des gens, effectivement, très portés sur leur apparence physique ou sur leur apparence tout court, sur leurs vêtements, sur leur propreté ou sur un peu négligés, etc. Alors je ne dis surtout pas que ce sont des personnes qui vont jusqu'à être crades et tout, dégoûtantes et tout. Absolument pas. Hein. Elles avaient une hygiène tout à fait convenable, mais sans excès de zèle. Parce que pour eux, la vérité était ailleurs. Hein. Les priorités étaient ailleurs. Leur monde intérieur était plus important que le monde extérieur. Moi, chez tous ceux qui me connaissent dans la vraie vie, j'ai une réputation de mec bordélique, un peu négligé, désordonné, enfin voilà, bohème. Hein. Et de fait, je ne peux même pas contester l'accusation parce que c'est vrai que chez moi, ça ressemble à un atelier d'artiste, que c'est le bordel, il y en a partout. Je range pas forcément, je suis pas du tout une fée du logis. Voilà, donc je fais vraiment le minimum pour que ça fonctionne, quoi, mais je suis vraiment pas comme ça maniaque, quoi. Je suis vraiment pas du tout maniaque. Je m'en occupe même pas, j'y fais pas attention. Les seuls trucs avec lesquels je suis maniaque, et c'est pas anodin, c'est révélateur, hein, eh bien, c'est ma bibliothèque, ma DVD tech et ma CD tech. C'est-à-dire mes objets culturels, mes biens culturels, mes livres, mes films, hein, mes DVD et mes CD de musique de film. Donc mes biens les plus précieux chez moi et qui sont justement une sorte de projection concrète, matérielle, physique eh bien, de mon univers intérieur, de mon monde intérieur, puisque voilà, mon monde intérieur est rempli de ces références-là, est rempli de ce qu'il y a dans mes livres, est rempli de ce qu'il y a dans les DVD que j'ai, dans les films, et des musiques hein, voilà, qui sont dans mes CD. Donc là, effectivement, mes livres, mes DVD et mes CD sont rangés dans un ordre très soigneux, très précis, très raisonné, mais alors le reste, je m'en fous complètement, mais complètement. Mais en tout cas, le grand paradoxe de cette image que j'ai comme ça de quelqu'un de désordonné et de négligé, c'est que si on pouvait voir à l'intérieur de ma tête, eh bien, on m'y verrait tout le temps en train de faire le ménage. Tout le temps. Moi, dans ma tête, je suis tout le temps habillé en soubrette,
avec un petit plumeau, avec mon aspirateur, mon balai, ma serpillière, mes chiffons, tous mes produits d'entretien que je connais par cœur, hein, nommés Freud, Schopenhauer, Kundera, Stendhal, Roland Barthes, j'en passe et des meilleurs, hein, et je suis tout le temps en train de ranger, de trier, d'ordonner, d'astiquer, de nettoyer. Et en fait, je suis en permanence comme ça, en tri d'informations, en rangement. Et je suis, je pense mentalement, une des personnes les plus ordonnées que je connaisse. Bien plus ordonnées mentalement, bien plus structurées mentalement que ne le sont les personnes les plus ordonnées et maniaques que je connaisse, mais eux, sur un plan vraiment matériel, concret, sur leur habitat, sur leur environnement, sur les objets, sur leur décoration, etc. Ne jamais se fier aux apparences. Et puisqu'on parle de philosophie, il y a un exemple illustre de cela dans l'histoire de la philosophie. Alors illustre et aussi, il faut dire, radical extrême, mais du coup qui a fait date, qui est resté une figure emblématique. C'est celle de Diogène le Cynique. Diogène le Cynique, vous en avez peut-être entendu parler, normalement, voilà, dans la culture philosophique, on le rencontre. Diogène le Cynique, c'était donc un personnage, un philosophe de l'Antiquité grecque, contemporain d'Alexandre le Grand, puisqu'il y a une anecdote très fameuse qui raconte sa rencontre avec lui. Et Diogène le Cynique, le cynisme étant une école philosophique, au même titre que l'était le stoïcisme ou l'épicurisme. Et sauf que le cynisme, en fait, est souvent considéré comme ce qu'on appelle parfois anachroniquement l'extrême gauche du stoïcisme, quoi. Encore plus à gauche ou à droite d'ailleurs, c'est pas une question de politique là, voilà, c'est une image. Encore plus à gauche ou à droite du stoïcisme, il y a le cynisme. Le cynisme, ça pousse encore plus loin les curseurs et les exigences de dénuement, de simplicité, voilà, du stoïcisme. Et du coup, Diogène, sa particularité bien connue, c'est qu'il vivait dans un tonneau. Il vivait dans un tonneau dans la rue, comme un clochard, comme un SDF. Il n'avait pas de maison à lui, il n'avait pas d'habitat, il n'avait aucun bien, aucun luxe. Il vivait dans un dénuement quasi total, quasiment nu dans la rue. D'où le fait que parfois on a pensé que le cynisme voulait dire en fait, ça a donné chien. Donc voilà, est-ce que ça voulait dire vivre comme un chien? Bon voilà, ou alors est-ce que c'est le mordant du chien parce qu'ils avaient aussi un verbe très acéré. Bon voilà, il y a eu plein de spéculations sur le sens du cynisme. Mais en tout cas, le cynisme philosophique, c'est un stoïcisme vraiment de l'extrême. C'est vraiment le stoïcisme jusqu'au dénuement, où en fait on se détache de tout bien matériel et même de tout lien avec la société, de toute ambition, de toute recherche de cupidité ou de luxe ou de confort, et où vraiment on vit seul, tout nu, avec ses idées et ses pensées et sa parole. Et où même on remet en question en fait les normes sociales et les règles de société, et ça peut aller jusqu'à la provocation, puisque Diogène est surtout connu pour ses nombreuses provocations publiques. Et donc vous voyez, avec Diogène le Cynique, on a l'exemple parfait de quelqu'un qui, en apparence, est crade, est dégoûtant, vit dehors comme un animal. Voilà, donc c'est le contraire absolu de quelqu'un qui prend soin de lui, de l'hygiène, du corps sain, on pourrait dire. Et pourtant, Diogène le Cynique, un truc sur le coup pour lequel on ne peut pas aller le chercher, c'est sur son mens sana, sur son esprit saint. Parce qu'il avait un esprit des plus saints. Il avait même l'esprit sans doute le plus saint de toute la cité. Et il aimait bien le montrer, il aimait bien le prouver. Il adorait démontrer aux gens, par des bravades, ou par des blagues, ou par des jeux de mots, ou par des dialogues un peu piégeux, à quel point ils étaient bêtes, à quel point ils étaient superficiels, à quel point ils étaient à côté de la plaque, à côté de la vérité. Et ils ne se gênaient pour personne, du plus modeste au plus riche et au plus puissant, jusqu'à Alexandre le Grand. Donc Diogène le Cynique est le symbole illustre et absolu de ce décalage, de cette opposition radicale entre une apparente saleté physique, une apparente négligence physique et matérielle, un dénuement total, quelqu'un a priori qui ne prend pas soin de lui, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas propre, mais qui dissimule en réalité l'esprit peut-être le plus profond, le plus intelligent, le plus ordonné et le plus propre de la cité. Mais il avait l'esprit le mieux rangé et le plus propre de toute la cité. Alors certains me diront peut-être, oui bon d'accord, on a compris l'idée et ok, on adhère. Mais n'empêche que concrètement, on reçoit des gens chez soi, on reçoit des gens dans son habitat, et donc c'est normal que ce soit rangé, ça reste le plus important, parce que dans l'habitat, on reçoit des gens, alors que dans son psychisme, dans son mental, dans sa tête, on reçoit personne, c'est sa vie secrète, c'est sa vie intérieure, donc s'il doit y avoir du désordre, c'est là qu'il doit être, parce qu'au moins ça ne se voit pas, alors que voilà, notre corps et notre habitat, là, les gens sont en contact avec, et du coup là c'est important. Alors là, encore une fois, ce sont des raisonnements très révélateur de la superficialité de notre monde ou de notre époque, puisque ce n'est pas vrai. Vous recevez aussi des gens dans votre tête.
Tous ces gens que vous faites entrer dans votre vie, que vous fréquentez, que vous côtoyez, votre famille déjà à la base, mais vos amis et bien sûr, puisque c'est ça le sujet, vos amours, vous les recevez dans votre tête. Oui, mais non, mais c'est dans ma tête, mais ça c'est dans mon monde intérieur, dans mon monde secret. Non, non, non. Ces gens-là, ils vont être directement exposés au bordel qu'il y a dans votre tête. Ils vont en subir directement les conséquences. Ce n'est pas du tout sans effet dans la vie de côtoyer quelqu'un qui est crade mentalement, qui est désordonné dans sa tête. Ça a des effets très concrets sur la communication avec cette personne, sur les relations avec cette personne, sur sa conception des choses, sur ses valeurs, sur son comportement, ses attitudes. Mais ça a tout à voir. De même que vous recevez les gens dans votre habitat, dans votre maison, dans votre appartement, vous recevez les gens dans cet immense habitat qu'est votre vie, dans votre vie en général, avec votre personnalité. Et donc, quand vous recevez des gens, quand vous accueillez des gens dans votre vie, vous les accueillez dans cette espèce comme ça d'immense espace qui, s'il n'est pas bien ordonné, rangé, nettoyé, structuré, crée le même sentiment d'inconfort, de désordre et de repoussoir. Mais effectivement, de façon beaucoup moins flagrante, apparente, donc au début personne ne se rend compte, personne ne remarque, même parfois les gens ont le même désordre en eux, mais n'empêche que ça va finir par poser des problèmes, et souvent par causer de graves problèmes. Et autrement plus grave et plus profond qu'une histoire de slip ou de chaussettes qui traînent. Donc si j'ai bien un cri du cœur à pousser, et je n'ai pas fini de le pousser, et je serai amené à le refaire dans un autre contexte, c'est rangez vos têtes, bordel. Rangez vos putains de têtes, hein. Comme dit Arthur dans Camelot à Perceval, commencez par ranger le bordel que vous avez là-dedans. Et donc de même que l'on prend soin de son corps, que l'on se lave, que l'on passe du temps à notre hygiène corporelle, de même que on fait du sport pour s'entretenir, pour garder la forme, pour rester en bonne santé ou pour aussi se sentir bien. De même que l'on fait du ménage chez soi, que l'on range chez soi, qu'on passe le balai, on passe l'aspirateur, on passe la serpillière, on astique, on frotte, on nettoie, on range, on organise, on ordonne, on décore. Eh bien, de même, on doit faire cela pour notre mental, pour notre intellect, pour notre vie spirituelle, notre vie intérieure, notre intérieur. Oui, on parle de notre intérieur pour le logement. Voilà, c'est notre intérieur, mais un logement encore plus permanent parce que c'est celui dont on ne s'échappe jamais. L'intérieur qu'on ne quitte jamais et qui sera toujours au-dessus de notre tête, entre guillemets, c'est notre tête elle-même. C'est ce que disaient d'ailleurs les stoïciens. Les stoïciens disaient le chez-soi qui ne nous quittera jamais jusqu'à notre dernier souffle, c'est notre corps. Alors notre corps, bien sûr, son enveloppe physique, hein, dont il faut prendre soin, mais notre corps aussi, notre tête, notre cerveau, notre esprit. On vit à l'intérieur, c'est ça notre maison en fait. Et donc il faut prendre soin de cet endroit-là. Donc bien sûr, hein, encore une fois, santé mentale, cause nationale, etc. Mais la santé mentale, elle vient pas de nulle part, elle vient pas comme ça, comme par magie. Elle-même, en fait, elle est la conséquence en fait de beaucoup de bons réflexes ou comme ça d'une hygiène un peu quotidienne et d'une façon en fait de fonctionner. Et ça va en fait venir naturellement de cela. Et de même que eh bien, pour intervenir sur le physique, eh bien, il faut utiliser des moyens physiques, que pour intervenir sur un environnement matériel comme le logement, eh bien, on passe par du matériel, par des objets et aussi par des produits. Eh bien, pour intervenir sur son psychisme et sur son mental et sur son intellect, il faut passer par des outils intellectuels, des outils psychiques et des outils psychologiques. Vous pouvez vous asperger la tête autant que vous voulez d'eau de javel, de spray pour vitres ou de liquide vaisselle, ça ne nettoiera pas votre tête. Hein, je pense que je ne vous l'apprends pas. Voilà. Donc, il faut adapter les outils à l'environnement dans lequel on évolue. Voilà. Donc, pour chaque environnement, son outil adapté. Et donc, les outils pour ranger sa tête et pour faire le ménage dans sa tête, ils se trouvent dans les livres, dans les idées, dans les concepts, dans les théories, dans l'exploration des sentiments humains, dans l'exploration de la pensée, dans la philosophie, dans la psychologie, dans la sociologie, dans le logos, dans le langage, et donc chez les auteurs, chez les écrivains, chez les poètes éventuellement, mais surtout chez les philosophes. C'est là que ça se trouve, c'est là que se trouvent les outils. Et quand je vous disais que moi, je lis parce que je me pose des questions, que je cherche les réponses et que je sais qu'elles se trouvent là, et que ces réponses me font du bien, et que ces réponses m'aident moi-même à ranger ma propre tête, et me servent essentiellement à ça, hein, ces gens-là m'aident à ranger ma tête. Moi, Schopenhauer, Freud, Kundera, Proust et tous les auteurs hein, que j'aime voilà, ou que j'ai pu lire, ce sont mes bonnes à tout faire. Ce sont mes bonnes à tout faire. Hein, c'est mes hommes de ménage, c'est mes hommes d'entretien. Ils viennent faire le ménage dans ma tête, ou plutôt plus exactement,
ils me fournissent des outils, c'est plutôt ça, ils me fournissent des outils qui me servent à faire le ménage moi-même dans ma tête, évidemment. Hein, voilà, ils me servent à faire le ménage moi-même dans ma tête. Mais ils me fournissent pour ça les outils. Parce que je ne vais pas le faire juste comme ça, voilà, sans rien. Donc les outils conceptuels que tous ces auteurs, tous ces philosophes me fournissent, eh bien, c'est autant d'outils que j'ai à ma disposition pour faire le ménage dans ma tête, pour ranger, pour faire le tri, pour ordonner, pour redécorer, agencer, etc. Et bien sûr, pour une question aussi de propreté. Donc oui, les travaux des écrivains et des philosophes, eh bien, c'est l'équivalent pour ma tête en termes de rangement et de nettoyage, eh bien, du balai, de la serpillière, de la balayeuse, de la cireuse, de l'aspirateur, des chiffons, des torchons, des sprays, du desktop, hein, du désinfectant, même de la machine à laver ou du fer à repasser, allons-y, hein, peut-être pour lisser certaines choses, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Et d'ailleurs aussi, c'est comme ça que je me vis au passage. Hein. C'est comme ça que je me vis. Moi, personnellement, en tant qu'intellectuel, en tant qu'auteur, en tant que penseur, en tant que philosophe, je ne sais pas trop comment me qualifier, mais en tant que personne qui produit du contenu intellectuel et qui en plus voilà, écrit aussi, voilà, ça c'est pas visible sur la chaîne, mais tout ce que j'écris, tout ce que je laisse en texte, etc. Moi, je me vois, en tout cas dans la dimension essai du travail que je fournis, mais même artistiquement, je me vois comme quelqu'un qui fait le ménage. Je suis un homme de ménage. Je fais le ménage déjà dans ma propre tête, mais ça je le fais surtout avec les outils, les concepts que me fournissent les autres auteurs qui m'ont précédé. Mais à mon tour, je me propose de faire le ménage dans la tête des gens, de les aider à faire le ménage plutôt dans leur tête, hein, parce que c'est pas moi qui vais faire le ménage pour eux, il ne faut pas déconner, hein, mais plutôt de leur fournir en tout cas à mon tour des outils, des nouveaux produits, des concepts comme ça qui vont pouvoir peut-être les aider à eux-mêmes ranger leur tête, à faire le ménage dans leur tête, à nettoyer dans leur tête, à nettoyer leurs pensées, leur psychisme, et en fait à aller mieux du coup, et aussi à mieux comprendre les choses, à mieux organiser leurs pensées, leurs idées. Alors justement, je parle d'organisation, de rangement. Ça, c'est une dimension à part entière, évidemment, voilà, de l'hygiène mentale. Hein. Bien sûr, il y a le côté nettoyage, hein, mais il y a le côté rangement, organisation. Et en fait, c'est même le principal aspect. Parce que là, vous voyez, quand on revient encore une fois à la philosophie, à la dissertation, l'art de ranger ses idées, de trier ses idées, de les ordonner, c'est exactement de ça dont il s'agit. Puisque on accumule beaucoup de choses. Alors, vous voyez, la métaphore peut continuer à l'infini. Hein. On accumule énormément de choses. Certaines, parfois, sont effectivement dispensables, pas très utiles, un petit peu futiles, et donc on accumule comme ça beaucoup de désordre un peu pour rien. Alors parfois il peut être utile peut-être justement de nettoyer tout ça en fait, hein, de le purger, de le dégager de là, hein, de l'envoyer à la déchetterie, de l'éliminer. Alors ça souvent c'est le sommeil qui s'en occupe au passage. Hein. Le sommeil, une de ses principales fonctions, hein, c'est de nettoyer le cerveau hein, la nuit, hein, avec le repos, un bon sommeil réparateur. Hein. Il régénère les neurones, mais aussi du coup il sert en fait à éliminer, à trier hein, les informations que l'on va garder et celles qu'on va éliminer, pour comme ça un peu désintoxiquer le cerveau et virer les informations superflues, inutiles. Mais bon, parfois il faut faire quand même ce travail-là manuellement, donc pourquoi pas si on accumule beaucoup trop de choses. Mais parfois si on accumule les choses, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Soit on a besoin sur un plan fonctionnel, soit on a besoin parce que ça nous fait du bien, parce que c'est voilà, c'est beau, c'est joli, ça décore notre intérieur, parce que voilà, ça nous est bénéfique. Donc il ne s'agit pas d'éliminer, de faire dans le minimalisme. Et là, j'en parle exprès du minimalisme, parce qu'en fait, ça, c'est un petit peu la solution des lâches, ou la solution de facilité pour contourner justement la contrainte du rangement dans sa tête, ou du rangement tout court d'ailleurs. On a tous entendu parler de la fameuse Marie Kondo, là. Vous savez, Marie Kondo, là, l'asiatique, là, qui proposait en fait aux gens de les aider à ranger leur intérieur, là, leur environnement, avec des astuces comme ça, très concrètes, sur comment en fait, voilà, justement, faire du minimalisme. Parce que là, son truc, c'était le minimalisme. C'est-à-dire qu'en gros, pour elle, la théorie, c'était qu'on accumulait beaucoup trop de choses inutiles dans la vie, et qu'en fait, trop d'objets autour de nous, en fait, brouillaient notre pensée. Vous voyez, toujours ce parallèle entre la pensée et les objets extérieurs, parce que trop d'objets, trop de stimulation visuelle, beaucoup trop d'encombrement, et que justement, il fallait vider au maximum son domicile, en fait, hein, vraiment garder le strict nécessaire, l'essentiel, d'avoir comme ça la tête un petit peu vidée, la tête un petit peu comme ça, un peu nettoyée, purgée, purifiée, et on ne gardait que l'essentiel, que le principal, que le fonctionnel. Et comme ça, voilà, en plus évidemment, hein, tout bénef, ça faisait moins de ménage à faire, parce que moins de choses à ranger, moins de choses à trier, moins de désordre à gérer. Donc voilà, ça joignait, soi-disant, l'utile à l'agréable. Mais vous voyez, justement, là on l'entend bien dans ce qu'on dit là, le problème de cette méthode-là, c'est que c'est pas du rangement ça. Ça s'appelle vider, ça s'appelle pas ranger, ça s'appelle vider. Et le but n'a jamais été de se vider la tête. On veut pas se vider la tête, on veut la ranger de façon optimale, on veut la remplir, on veut la garder bien remplie,
mais on veut qu'elle soit remplie de façon fonctionnelle et optimale. Donc les gens comme ça dans la vie, qui veulent un domicile hyper bien rangé, mais qui optent pour la solution de facilité et très impersonnelle, parce que du coup ça donne quand même des maisons témoins, parfois hyper flippantes, mais voilà, qui optent pour la facilité de dire, bah, de toute façon, moi chez moi, j'ai pas d'objet. Hein, j'ai juste une table, deux chaises, voilà, je crois que j'ai deux bouquins seulement, voilà, j'ai juste ça, juste ce dont j'ai besoin. Mais c'est une facilité parce que du coup, c'est opter pour l'impersonnel, c'est opter pour le vide, pour ne pas avoir à gérer le trop-plein. Et là aussi, donc justement, c'est un point important. Quand on dit ranger, c'est pas ranger, genre il y a un placard ou il y a un cagibi et on fout tout dedans. Et oui, effectivement, de fait, c'est en apparence rangé, mais en fait, tout est au même endroit et tout est en fait dans un bordel au même endroit. Hein, en fait, hein. Le bordel a juste été déplacé et caché quelque part. C'est du vrai rangement. Donc une bonne tête bien rangée, ça ne se mesure pas au fait qu'il y ait quasiment rien dedans. Une bonne tête bien rangée, ça se mesure au contraire un peu comme une cuisine équipée, au fait qu'il y a plein de rangements, de tiroirs, de placards, et que c'est fonctionnel. Justement parce qu'il y a plein d'endroits où on peut ranger les choses, et les ranger en plus de façon comme ça, très organisée, mais aussi presque discrète en fait, où c'est pas désordonné, c'est pas bordélique. Et de même que dans un habitat, ça va se manifester par une quantité importante de placards, de tiroirs et de toutes sortes comme ça d'équipements pratiques, eh bien c'est pareil en fait dans la tête. Plus il y a de tiroirs, mieux c'est. Parce que c'est autant comme ça de nuances de rangement. Et vous voyez les nuances, c'est ça tout le truc, les nuances. La complexité d'un être humain et sa sophistication et son intelligence se mesurent souvent à ses nuances, à sa capacité de nuance. Mais le problème des nuances, c'est vrai, c'est que ça prend beaucoup de place. Là où quelqu'un de pas très nuancé va avoir besoin seulement de deux tiroirs pour ranger ses idées, hein, il y a en gros le tiroir blanc, le tiroir noir, hein, les choses sont noires ou blanches. Bien, évidemment, si vous avez un tiroir blanc et noir, mais vous avez entre les deux une quinzaine, vingtaine de tiroirs dans les nuances de gris, oui, ça prend encore plus de place. C'est plus volumineux, ça fait beaucoup plus de tiroirs. Mais c'est aussi beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, beaucoup plus intelligent. Et si on pousse toujours plus loin la métaphore, ces tiroirs, c'est bien qu'ils existent, c'est bien au moins déjà qu'ils soient là. Mais on peut vite s'y perdre et se paumer complètement avec tous ces tiroirs qui se ressemblent et on ne sait plus à la fin quoi contient quoi. Et donc c'est là aussi qu'intervient une autre méthode hyper importante dans le rangement de sa tête, c'est l'étiquetage. Étiqueter. Alors étiqueter les choses n'est pas toujours un bon réflexe dans la vie, hein, mettre une étiquette sur tout et n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est vital de faire ça. Et étiqueter, en fait, c'est nommer. Et vous savez très bien la phrase apocryphe, hein, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, en l'occurrence, là, c'est ajouter à son propre malheur. Et donc là, il s'agit en fait de bien nommer les choses. Et vous voyez, c'est là qu'on retrouve justement le langage, le logos, les écrivains, les concepts, les notions, toutes les théories qu'ils inventent, les termes qu'ils inventent, parfois les néologismes hein, sur mesure qu'ils se taillent pour en fait exprimer leur pensée. Et cette pensée dont ils nous font cadeau, qu'ils partagent avec nous, eh bien, les écrivains et les philosophes nous fournissent justement du matériau d'étiquetage pour bien en fait ranger les choses, pour ouvrir plein de tiroirs et pour que ces tiroirs soient bien nommés. Voilà, qu'on ait bien mis la bonne pensée, la bonne idée au bon endroit. Et donc moi, là, quand je parle du bordel épouvantable que j'observe chez les autres, hein, chez autrui, même les gens qui dans la vie se targuent d'être aussi propres, ordonnés, bien organisés, rangés, sportifs, etc. Bref, irréprochables, bons sous tout rapport, hein, green flag partout, etc. Mais le bordel, moi, que je perçois chez eux, le monstrueux bazar que je perçois dans leur tête et que beaucoup de gens ne perçoivent pas, hein, eh bien, justement, parfois ça vient justement de cet étiquetage qui n'est pas fait et les choses sont mal nommées. En fait, en réalité, les gens adorent étiqueter à leur façon. Tout le monde adore étiqueter, tout le monde adore mettre des noms sur les choses, nommer les choses, faire des raccourcis, etc. Mais en revanche, ils étiquettent très mal. Et on voit bien que les idées, en fait, se mélangent derrière les concepts, justement, qui sont au cœur de la philosophie. Hein, justice, amitié, vérité, liberté, sagesse, bonheur, etc. Derrière toutes ces notions qui ont l'air comme ça, a priori simples, faussement simples, ils rangent les mauvaises choses, les mauvaises idées, les mauvaises notions, les mauvais exemples. Et, ou alors ils mettent beaucoup trop de choses derrière un seul terme. Du coup, ça manque de nuances, etc. Et moi, ce bordel-là, mais je l'observe en permanence. C'est pour ça que c'en est quasiment comique en fait. Quand je vois les gens autant être donneurs de leçons ou autant se la jouer sur leur sens de l'ordre, du rangement chez eux et de leur propreté, leur hygiène et tout, et se moquer de ces pauvres airs qui eux ne savent pas ranger, sont pas ordonnés. Oh, t'as vu, c'était le bazar chez lui. Oh là là, ça doit être bazar dans sa tête aussi. Hein. Oh, t'as vu, hein, voilà. Oh là là, lui, je suis sûr qu'il prend qu'une douche par jour. Oh là là, le crade. Voilà. Mais ces gens-là ne voient même pas le dépotoir qu'est leur tête et comment, dans leur façon de parler, dans leur conversation, dans leurs discussions, dans leurs idées, dans leurs valeurs ou dans leur mode de vie, dans leur comportement, dans leurs mœurs, dans leur vie privée, ça transparaît par tous les pores que c'est un bordel monumental dans leur tête et qu'ils confondent tout. Ils ne mettent pas les bons mots sur les bonnes choses
Et ça crée beaucoup de confusion. Si c'était seulement dans leur tête, ça irait encore, mais beaucoup de confusion dans leur vie et dans leur entourage. Et tout le monde fait ça, et du coup, ça crée en fait comme ça des quiproquos, des imbroglios terribles dans les relations humaines, parce que les gens ne font pas ce travail d'hygiène mentale, ce travail de rangement, de ménage. Ils ne font pas le ménage dans leur tête, ils ne rangent pas leur tête. Vous savez, on dit que le cerveau se forme à peu près jusqu'à 25 ans. Hein. Il est encore en formation, en création. Et le cerveau, c'est un réseau en fait. Ça fonctionne en réseau le cerveau. Hein. Voilà, si on devait se le figurer, de quoi ça procède, c'est du réseau. Hein. Faut imaginer un petit peu comme le réseau ferroviaire en fait dans un pays. Hein, le réseau ferroviaire. Vous connaissez celui de la France, malheureusement, très centralisé. Hein. La définition la plus stricte de l'intelligence, la plus minimaliste qu'on puisse donner, l'une d'elles en tout cas, c'est la capacité à faire des connexions. Hein, parce que c'est les connexions neuronales. Hein. Les neurones doivent se connecter. Il faut que les neurones communiquent entre eux. Et en fait, c'est un immense réseau que vous devez en fait non seulement entretenir, mais aussi en quelque sorte dessiner, créer, un peu comme une cartographie. Et justement, les exercices, les cours, l'école, ces années de formation précieuses que nous avons, c'est une époque où le cerveau est encore malléable et on peut encore un peu le cartographier, faire des travaux facilement. On peut faire des travaux comme ça d'infrastructure, de cartographie, de réseau. Et on peut faire un magnifique réseau si on s'y prend bien. Où plein de choses vont se connecter entre elles, vont être reliées. Si on ne prend pas assez tôt l'initiative en fait, de relier certaines gares, de relier certaines stations, relier certaines grandes villes de notre cerveau, certains grands pôles, on prend le risque en fait que ces travaux ne soient jamais faits et que du coup, plein de localités de notre cerveau soient isolées les unes des autres. Elles pourraient exister éventuellement, parfois elles n'existent même pas. Elles pourraient exister mais de façon isolée. Et on connaît dans un territoire les problèmes que pose le fait que des destinations sont isolées les unes des autres. Elles ne communiquent pas entre elles, elles ne sont pas reliées entre elles. Ou alors elles doivent, comme en France avec le réseau ferroviaire, toujours passer par la capitale, faire un immense détour. Donc, quelles conséquences? Ça prend du temps. C'est lent, ça prend du temps. C'est fastidieux, c'est laborieux. On ne veut pas ça. On veut que ça aille vite, on veut que ce soit efficace, on veut qu'il y ait des connexions, qu'il y ait de la vivacité d'esprit. Bref, voilà, que tout ça communique, coopère harmonieusement et qu'il y ait plein comme ça de connexions et de référencement en fait. Donc il y a deux enjeux. Il y a cette cartographie du cerveau au sens densifier le plus possible le réseau, mais ce réseau, il faut aussi l'organiser et l'ordonner. C'est pas tout de le densifier. Il peut être très dense, mais il peut aussi être très bordélique. Donc là, on veut à la fois du dense, mais on veut aussi quelque chose qui est fonctionnel, qui est parfaitement organisé, rangé, où c'est efficace, c'est optimal. Bref, voilà pour cet énorme détour, cette énorme digression autour de la notion de ranger sa tête, qui est cependant, c'est pour ça que j'y ai passé un moment, peut-être ma principale réponse à la question, la philosophie, à quoi ça sert? Eh bien voilà, ça sert à ranger sa tête. Ça sert à ranger sa tête comme on range son habitat, son domicile. Ça sert à son hygiène mentale, tout comme il y a son hygiène physique, son hygiène corporelle. Ce sont des choses sur lesquelles vous ne feriez jamais un compromis, vous estimez que c'est des choses hyper importantes. Et donc ceci était un message de l'homme d'entretien, le technicien de surface, ou plutôt l'homme de ménage, hein, l'homme de ménage Alexandre, l'homme de ménage qui range sa tête et qui se propose aussi d'aider les autres à ranger leur propre tête en leur fournissant des outils, hein, voilà, donc le Swiffer de la philosophie, hein, le balai-brosse de la littérature, hein, tout le kit de nettoyage des sciences humaines à votre disposition, voilà, pour en fait des esprits sains vraiment dans des corps sains. Bref, voilà pour cette longue réponse, en espérant que cela vous ait aidé et puis renseigné et peut-être éclairé votre lanterne pour mieux comprendre pourquoi on fait de la philosophie puis en quoi ça consiste. Et donc, je n'en dis pas plus ici, j'en ai déjà beaucoup dit dans cette longue introduction. Et donc, je vous renvoie, si voilà, vous êtes intéressé ou si vous avez besoin de renseignements beaucoup plus concrets, là, on va vraiment passer au concret des choses. Là, on a fait un petit peu de généralisation, mais là, on va vraiment être très pragmatique sur la suite. Puisque voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode de la dissertation, si vous voulez voilà, avoir 2-3 astuces, 2-3 conseils pour réussir une dissertation de philosophie ou de français, ou alors réussir un commentaire de texte de philosophie ou de français, eh bien, je vous renvoie aux épisodes suivants de ce cycle sur le français et la philosophie, sur le commentaire et la disserte. Voilà, là aussi, en espérant que cela vous aidera, vous renseignera et pourra vous permettre de mieux approcher ces exercices-là. Sur ce, je m'arrête ici pour cette fois. Je vous remercie de votre écoute et donc je vous donne rendez-vous pour la suite. Salut les Happy Few!